Ces 24 heures du Mans 2024 n'ont pas été de tout repos et pour cause. On a eu du froid, de la pluie, du sec, du gras mouillé, le jour, la nuit évidemment. Mais là où en F1 on aurait mis des drapeaux rouges, arrêter la course, etc., on n'a pas vraiment trop le choix que de continuer à rouler aux 24 heures du Mans. Et alors oui, les safety cars c'est long, c'est très lourd comme procédure, mais les 24 heures du Mans c'est particulier. Et pour mettre tout le monde en sécurité, on se doit de faire le maximum. On essaie de faire en sorte que tout le monde roule. D'ailleurs, fun fact, on n'a jamais vu un seul drapeau rouge agité en course dans l'histoire des 24 heures du Mans. Alors, ça reste quand même à vérifier, mais je trouve que c'est assez dingue. Alors on a parlé des crashs, des batailles, de la qualif, mais là on va rentrer un petit peu plus en profondeur par rapport à la vidéo de débrief pour parler un peu plus technique pour le coup. On va pas mal parler des pneus, c'est marrant, j'ai tout le temps l'impression de parler des pneus en ce moment, vous allez croire que je suis obsédé que par les pneus. Comme le dit Fred Mako qui était sur la Porsche Penske numéro 5 en hypercar. C'est la seule chose qui nous tient par terre, donc à un moment ou à un autre, vous pouvez avoir la meilleure voiture du monde, si elle n'utilise pas bien les pneus, et ben ça sera pas la meilleure voiture du monde. Alors dans ces conditions difficiles, comment ça se passe? Et ben on va tenter d'y voir un peu plus clair du coup avec Fred, Esteban Masson et Romain Bécard. Bon alors avant de commencer, on va juste faire un petit rappel parce qu'on fonctionne pas tout à fait pareil en endurance et en particulier aux 24 heures du Mans, que ce soit en hypercar ou en GT par exemple, par rapport à de la Formule 1 ou de la monoplace. Bon, on a donc 24 heures de course à faire, celui qui fait le plus de tours dans le temps imparti gagne la course. Jusque là, c'est bon pour vous. Du coup, pour être le plus rapide, techniquement, faut tenter de faire le moins d'arrêts au stand possible, parce que comme ça, tu fais le plus de tours, tu vois. Jusque là, rien de très nouveau. Contrairement à la Formule 1, on fait ce qu'on veut avec les pneus qu'on a, tant qu'on pioche dans les 56 trains de pneus disponibles pour les 24 heures du Mans. Fait un petit paquet quand même de pneus, 56 trains ça va vite. Donc on n'a pas d'obligation en fait de mettre des softs, des médiums, des hards, etc. Vous oubliez cette règle. Ensuite le facteur limitant pour les arrêts au stand, c'est l'essence. On s'arrête plus souvent pour faire le plein que pour changer les pneus. Et avec 3 pleins d'essence, on peut utiliser un seul et même train de pneus en hypercar. Il faut pas non plus faire n'importe quoi, il y a un peu de gestion. Les pneus font donc ce que l'on appelle des triples relais. Autre différence, la signification des composés de pneus qui est pas la même en WEC, avec Michelin par exemple, que Pirelli en Formule 1. Là on est d'accord, en fait genre les softs c'est pour les températures froides, ouais. Et les hards c'est pour les températures chaudes et le médium qui reste médium quoi. Voilà, mais surtout sur des conditions séchantes, il y a tout intérêt à utiliser le A parce qu'il monte vite en tempé. Ouais. Puis là il y a plus d'eau donc il faudra partir en A je pense. On aura des updates toutes les 10 minutes, ça va changer, ça va être un peu chaotique je pense. Cette nuit ça va rouler en A c'est sûr. Après le but c'est de faire 3 stints. Okay. Je pense que la majorité sera en soft la nuit, c'est le soft est fait pour la nuit du Mans. En fait il est un peu fait pour ça. Trop bien. On utilise donc les pneus selon la température de la piste et la température ambiante et non pas selon la distance qu'ils peuvent couvrir. Le soft et le medium, c'est des pneus qui sont relativement tendres, assez proches l'un de l'autre, mais qu'on différencie par leur plage d'utilisation. Le soft a sa fenêtre dans des températures froides, même avec une piste un peu humide ou grasse, parfaite pour la nuit au Mans, et le médium fonctionne un peu au-dessus du coup, quand il y a du soleil, quand il fait un peu plus chaud. Les hards que les équipes n'ont pas utilisés au Mans est vraiment fait pour les températures qui sont très hautes, et sur des pistes qui sont très abrasives, comme Bahreïn par exemple, où il fait chaud et où la piste est vénère. Donc en soi, on sait de quoi est capable le pneu en termes de longévité, plus ou moins, et donc la question c'est comment la voiture va le faire fonctionner avec les conditions de piste pour en tirer un avantage, parce que justement, s'il fait froid, tu vas pas être les hards, même si tu vas aller très loin, tu vas être garé. Et pareil, entre les médiums et les softs et tout, faut voir en fonction de la température, de comment ta voiture elle fonctionne et tout. Alors un pneu, j'ai souvent tendance à dire, alors il a beau être noir et rond, il est vivant. Entre guillemets, il a une durée de vie ou une capacité à aller lui demander quelque chose assez défini. Plus vous allez lui en demander au début, moins il en a à la fin. Donc globalement, c'est quand même des histoires de température, d'usure, de pression. Donc c'est vraiment quelque chose de très complexe et c'est la seule chose qui nous tient par terre. Donc à un moment ou à un autre, vous pouvez avoir la meilleure voiture du monde, si elle n'utilise pas bien les pneus, ça ne sera pas la meilleure voiture du monde. On a la chance en endurance d'avoir des pneus à l'inverse de la Formule 1 qui ont tendance à avoir une fenêtre, ce qu'on appelle une fenêtre d'utilisation, c'est s'ils vont fonctionner quand il fait froid, quand il fait chaud, s'il y a un tarmac qui est sollicitant ou pas. Donc on a une fenêtre qui est quand même plus large parce que si on se retrouve comme en F1 à avoir des fenêtres très très réduites, là on serait en grande difficulté. En règle générale, nous ce qui fonctionne, c'est qu'il faut quand même être assez agressif au début pour être capable de mettre de la température. Après par contre,
les grandes dérives et le faire à la Travis Pastrana, ça passe quand même pas super bien. Donc à un moment ou à un autre, il faut être capable d'être à la limite et pas leur en demander trop parce que tout ce que vous allez en faire trop, à un moment ou à un autre, vous allez le payer surtout sur les fins de relais. Bon alors les Porsche avaient l'air de devoir un petit peu plus manager les pneus, tout comme les Ferrari, pour être à l'aise et faire les triples relais, là où c'était plutôt facile pour une Cadillac par exemple. Là c'est dû à la conception de la voiture et la manière dont elle exploite les pneus et évidemment le pilotage qu'on a dans la voiture. Moi j'ai tendance à privilégier un petit peu le longi au début, c'est-à-dire que de toute façon quand vous allez chauffer les épaules intérieures, vous allez être capable au fur et à mesure de freiner fort. Freiner fort c'est mettre de l'énergie dans les pneus, donc rapidement vous allez diffuser. Faire des vagues, c'est bien. C'est aussi, quand on est au Mans, le fait que la ligne droite des Inaudi elle soit pas plate, c'est-à-dire que ça soit une légère bosse au milieu, c'est prendre un petit risque. Si vous arrivez et que vous prenez un snap à 300, en règle générale, ça se passe pas bien. On est d'accord. Donc, oui, si on fait des vagues, on ne va pas y aller de façon vraiment trop virulente. Et par rapport à ça, c'est surtout en fait se dire, en chauffant ce qu'on appelle les épaules intérieures, donc l'intérieur du pneu, essayer de se diffuser sur le reste. Et dès qu'on est capable de freiner fort, à un moment ou à un autre, on est capable de chauffer nos pneus assez rapidement. Comme le disait Fred, il faut être assez agressif pour faire monter le pneu en température, sinon jamais tu le fais fonctionner. Mais le problème auquel tout le monde s'est heurté, c'est que les pneus partaient vraiment à froid, loin de leur fenêtre d'utilisation, donc comme on violentait le pneu, ça crée naturellement plus de dégradation que si on les faisait partir à bonne température, en les sortant d'une couverture chauffante par exemple. Donc on a observé plus de dégradation cette année au Mans par rapport à 2023, où on avait les cabanes chauffantes. Donc c'est normal d'avoir vu beaucoup de voitures louper des chicanes sur le tour de sortie et galérer, etc. Tu vois. Et puis sur l'ensemble en général, l'usure au Mans, ça va par rapport à Bahreïn. Les épaules intérieures, donc la partie, vous savez, de la bande de roulement vers l'intérieur de la voiture était la zone à laquelle il fallait faire le plus attention. Le reste, c'était à peu près OK en vrai. Alors vous l'avez aussi vu, et c'est aussi ce qui fait tout le sel de ces 24 heures du Mans, on n'a aucun pneu intermédiaire dans les voitures qui roulent. C'est slick ou wet. Et justement, le wet, il est aussi fait pour fonctionner sur une piste qui est séchante. Pas mal, non? C'est français. Donc le crossover entre piste humide et piste sèche, il est méga dur à faire parce que en plus, ils n'ont pas de couverture chauffante, donc il faut faire chauffer le pneu soi-même et c'est la galère pendant un gros tour. Et puis il y a des endroits sur le circuit où c'est humide, d'autres endroits où c'est sec, et puis il faut faire attention à la température ambiante, etc. Donc il faut faire chauffer le pneu, il faut faire attention de ne pas partir à la faute. C'est un bordel. Il y a du taf. Alors bon, on vient de voir ce que ça a donné pour les hypercars, mais on a un autre manufacturier de pneus pour les LM GT3 et cette année c'est Goodyear. Alors du coup, j'ai posé un peu les mêmes questions à Esteban Masson qui nous avait tous coachés pour le GP Explorer 1 sur justement la chauffe des pneus. Et ouais, pour le coup, ils sont relativement contents des Goodyear cette année, c'est cool. Comment tu vas faire là pour chauffer les pneus cette nuit? Moi j'ai un gars qui m'a appris à chauffer des pneus, il s'appelle Esteban Masson. Ah ouais? C'est plutôt un bon gars. Il est où? Honnêtement, on a vraiment de la chance en GT parce qu'on a pas mal de maps différentes sur le TC, l'ABS, etc. sur lesquelles on peut jouer. On a bien travaillé dessus avec le team, etc. Et le TC, tu peux t'en servir justement pour pouvoir faire un peu de la chauffe de pneus, il y a les molos et tout. T'augmentes un petit peu et pareil pour l'ABS si tu veux, pour éviter d'abîmer le pneu sur les 2 premiers tours, surtout quand on part. En fait, les pressions elles sont super basses. Faut pas trop prendre les vibras, etc. parce que tu risques d'abîmer la voiture. Il y a beaucoup de choses à penser en fait. C'est pas tu pars et tu roules à fond, c'est vraiment toute une mise en place qui est assez compliquée, mais c'est notre boulot, hein. On est pilote, on doit faire le boulot. Mais ouais, comme je disais, ce qui est cool, c'est qu'en fait les premiers virages au Mans, en fait c'est des gros freinages. Donc en fait on utilise ça pour freiner en longi, comme je t'avais dit, tu te souviens. Et en fait tu build up la température avec les freins et puis après à partir du 2 ou 3e secteur tu mets un peu de latéral et puis après tu es plus ou moins prêt à la fin du premier tour. Donc, c'est pas le circuit le plus dur, je pense que ça va être, je te coupe, mais ça va être la météo qui va être trop compliquée. Parce qu'en fait si on part, qu'il repleut, être toujours sur le bon pneu ça va être crucial sur cette course je pense. Et voilà. Et en vrai de nuit là, si il commence à flotter, est-ce que tu arrives à faire tenir les pneus comme s'il y avait du soleil sur la piste et que tu es en slick et tu te dis bon vas-y, en vrai ça peut le faire si j'arrive à garder la température et tout, mais là de nuit ça va être méga chaud en vrai. Ouais, ça va être carrément là, plus compliqué. T'es obligé de repasser au stand en fait pour mettre les wets. Ouais c'est ça, alors ça dépend de l'intensité de la pluie et tout. Depuis le début de la semaine quand il pleut, c'est un peu et sur une partie du circuit, donc pour l'instant on n'a pas eu trop de full wet, mais oui si ça devient impraticable, en fait faut pas prendre de risques sur une course comme ça. Nous en tant que pilote dans la voiture on sent que c'est trop compliqué, on call box et puis on change les pneus. Après le but c'est d'être toujours sur le bon pneu comme je te disais pour essayer d'avoir la meilleure strat possible. Et les pneus qu'on a, les Goodyear, ils sont top vraiment pour garder de la température. Nous en GT en tout cas c'est le top parce que l'hypercar c'est un peu compliqué.
tu sais qu'avec la puissance qu'ils ont, et puis ils galèrent carrément plus que nous, eux ils ont pas trop d'aide, tu vois, eux ils peuvent pas utiliser ça. Nous sous la pluie, bam, on met presque au max et puis après t'es grave aidé, donc c'est pas le plus dur, mais c'est surtout, faut anticiper tous ces changements, c'est ça le plus compliqué. C'est compliqué, hein. C'est compliqué là, ça donne pas du tout envie. Ouais, bah là, le switch de nuit à 1h du matin, je t'avoue que ça va être compliqué. Et c'est la première fois que je fais ça, donc j'appréhende un peu, mais dans le sens où, après c'est pour ça, je vais essayer de me préparer au max, dormir un peu, mais là j'ai pas du tout envie de dormir, quoi. Je suis au max là, je veux dire, il est 21h, j'ai même pas l'impression qu'on est en fin de journée, tu vois. Donc c'est dur de se décaler, quoi. Alors attention, c'est pas parce qu'ils ont le traction control et l'ABS qui leur permet de pas patiner et de pas bloquer les roues sur un freinage en LMGT3 que c'est pépère, hein. On l'a vu avec la BMW numéro 46 par exemple, qui s'est mis dans le mur, et c'est typiquement ce dont parlait Esteban, être sur les bons pneus au bon moment, les avoir bien chauds, etc. Il y a un vrai travail. Et alors en plus des pneus, faut aussi gérer le trafic. Et on a déjà eu l'occasion d'en parler avec Sarah et Dorian à Imola, et même Loïc d'ailleurs. Cette année en particulier, c'est vraiment dur pour tout le monde parce que c'est tellement serré en hypercar que s'il y en a une qui passe, t'en as 3-4 qui sont obligés de prendre des risques pour suivre. Sinon, ils vont perdre du temps, ils vont perdre des positions, etc. Donc ça prend plus de risques qu'avant. Et quand tout le monde se bat en début de course, c'est un peu l'enfer, surtout quand les hypercars rattrapent les LMGT3. C'est un peu tout le temps comme ça, dans le sens où, en fait, vu que c'est hyper serré, le pack hypercar, ils arrivent tous en même temps sur toi. Ah oui. En fait, faut essayer de gérer. En plus, toi t'es en bataille, eux ils sont en bataille. C'est ça, faut anticiper un peu. Méga chaud. Bon, après, j'ai pas fait le départ, donc je pense que c'est encore pire au départ. Dès que le premier tour, quand ils te rattrapent, ça doit être vraiment tendu. J'ai pris après 1h30, donc voilà, c'était pas le pire. Et puis le relais s'est super bien passé, bonne stratégie, on passe de 8 à 1. Donc je rends la caisse P1, c'était top. Et puis là, on essaie de faire rouler un peu le bronze. Donc voilà, faut lui donner 6 heures de roulage minimum. Et voilà, pour l'instant, on est pas mal. On est avant le fight par rapport aux autres courses, c'est super cool. Donc voilà, on va voir. Et puis il y en a un qui a fait le grand écart, qui a longtemps roulé en GT et qui se faisait tout le temps allumer les rétros par les catégories au-dessus et qui aujourd'hui a pris justement cette place. Fred Mako qui a gagné les 24 heures du Mans avec une 911 RSR. Aujourd'hui, c'est lui qui allume les rétros de ses anciens camarades et justement, je voulais savoir et avoir son ressenti sur cette nouvelle manière pour lui d'aborder la course parce que du coup, c'est différent. C'est sûr, il y a une chose qui est… Normalement, on comprend un petit peu mieux l'autre point de vue parce qu'on y a roulé. La chose qui n'est pas forcément évidente, c'est que cette année en GT, il y a quand même pas mal de nouveaux entrants qui, entre guillemets, ont besoin d'avoir un peu les mécanismes. Et ce qui se passe, c'est que, par exemple, les dernières LMP1, notamment les LMP1 hybrides, c'était pas évident parce qu'elles avaient une capacité d'accélération phénoménale. Les voitures faisaient plus de 1000 chevaux. Mais par contre, en fait, comme ils avaient une quantité d'énergie très limitée, ils faisaient beaucoup de lift and coast et autres. Il fallait faire attention à tout ce qui était sorti de virage parce qu'ils revenaient de façon colossale. Par contre, en bout de la ligne droite, ils n'étaient pas forcément plus vite qu'une GT. Là, nous, c'est un petit peu l'inverse. C'est comme on est un système un petit peu classique, on a des profils qui sont assez similaires à une GT. Par contre, avec des deltas où on n'est pas très loin des 50 km/h. Donc, c'est de se dire, bien réussir à anticiper. Et c'est vrai qu'à certains moments, il y a surtout ici, en fait, dans la ligne droite allant de Mulsanne à Indianapolis avec les deux kinks, là, c'est pas toujours évident. Bon, et vous voyez que de notre canapé, on juge évidemment tous les petits écarts et autres petits incidents. On s'énerve pour certains quand le boulot dans la voiture est immensément difficile et on a souvent tendance à l'oublier et surtout à ne pas mesurer correctement toute son ampleur. Les 24 heures du Mans qui m'avaient l'air d'être une compétition qui, avec du travail, restait relativement abordable pour des gentleman drivers, bien confirmé quand même. Aujourd'hui, vu comment il faut pas se foirer sur la chauffe des pneus et le trafic de zinzin avec les hypercars, etc., pour tout le monde, j'avoue que c'est un vrai défi, quoi, qui est beaucoup plus complexe qu'avant, je trouve. Et déjà avant, c'était pas facile. Bref, on retrouvera dans une prochaine vidéo Fred et Esteban, notamment avec qui on a aussi parlé de la voiture. J'espère que ça vous a plu en attendant et que vous avez appris des petites choses. Si c'est le cas, petit pouce bleu, petit commentaire. L'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.